C'est 23. Nouvelles technologies, univers numérique et innovation. Voici une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode d'une tasse de tech, la balado techno que même Gemini chez Google maintenant recommande chaudement à ses utilisateurs grâce à Pascal Forget qui est à l'autre bout du Zoom. Salut Pascal! Bonjour Monsieur McKenna, très content de te parler. Puis oui, on va parler entre autres de Gemini, l'assistant de Google qui va peut-être concurrencer chaudement ChatGPT. On va parler de mon nouveau micro, HyperX, j'espère que vous m'entendez bien, de rose en Lego pour la Saint-Valentin, hâte de te montrer ça, de Fitbit, t'as fait l'essai pour te mettre en forme d'abord. Oui, je pourrais en parler. Toute jolie, et OpenAI et de lunettes connectées de Meta. On a plein de bonnes nouvelles pour vous. Ça, c'est grâce à nos partenaires. Nos partenaires pour 2024, TELUS, Plan Hub et Hello Darwin, et aussi Planet Hoster. Je vais parler tout de suite de Hello Darwin. Hello Darwin, c'est le Tinder des fournisseurs pour les entreprises. Il se spécialise dans l'obtention de subventions et dans la transformation numérique de votre organisation partout au Québec, dans l'ensemble du Canada. Je pense que si vous en faites la demande du monde entier, n'hésitez pas. Hello Darwin est là pour vous. Si vous avez besoin d'aide financière pour réaliser vos projets d'évolution numérique, demandez-leur, c'est leur expertise. Ils vont aussi vous aider à trouver toutes les subventions qui sont possibles pour exécuter vos projets les plus fous. C'est simple, hellodarwin.com, visitez-les maintenant. Merci, Hello Darwin. Bien dit. Ça va être un gros show, hein, tu l'as dit, on parle de plein de trucs intéressants. Et il y a c'est toujours de l'actualité, ça, les questions de cybersécurité. Et il y en a plein de nouvelles, de nouveaux risques. Il y a une nouvelle faille potentielle ces temps-ci. Et là, on a un rapport sur la cybersécurité du Québec de GetApp qui est quand même assez révélateur sur ces tendances-là en ce moment. Oui, je trouve ça amusant. Il y a deux chiffres qui ont retenu mon attention là-dessus. 50% des entreprises québécoises considèrent que les employés négligents sont une vulnérabilité, la plus grande vulnérabilité pour la sécurité, et que malgré leur connaissance des risques en sécurité, 7% des entreprises québécoises n'ont implémenté aucune mesure de cybersécurité. Donc, la moitié des gens considèrent que les employés sont une source de risque. 7% des entreprises n'ont pas implanté de mesures de cybersécurité. Aïe aïe! Réveillez-vous, mesdames et messieurs, si vous êtes en entreprise, demandez des conseils, peut-être à Hello Darwin. Ils vont peut-être vous mettre en contact avec des experts en sécurité, ainsi de suite. Autre chose que j'ai vu, une étude de Microsoft cette fois, 21% des parents canadiens sous-estiment l'exposition de leurs adolescents au risque en ligne. Au risque en ligne. Il y en a plusieurs, là, c'est vague comme définition quand même. Ben oui, on envoie les enfants sur Internet, puis on se dit, tout va bien aller, il n'y en a pas de problème. 21% des parents sous-estiment ce risque-là. Il y a un service que j'ai découvert, je connaissais pas honnêtement, ça s'appelle Good Games de Minecraft Edition. Tu joues dans Minecraft, donc c'est très ludique. Si vos enfants jouent à Minecraft, qui ont peut-être déjà joué, vous les envoyez là-dessus, puis ils vont apprendre des bonnes pratiques par l'entremise de Minecraft. Fait que c'est ludique, c'est éducatif, et qui sait, ça va peut-être leur donner des jobs de cybersécurité dans un futur proche. Et l'autre chose qui a retenu mon attention cette semaine, tu as sûrement vu celle-ci. Je sais pas si tu as réagi en entendant ça. T'es-tu méfié de ta brosse à dents connectée? En fait, je vois pas l'intérêt d'une brosse à dents connectée, donc la mienne ne l'est pas. Mais il y a une histoire qui a circulé. 3 millions de brosses à dents connectées auraient été infectées de virus qui contribueraient à des cyberattaques de déni de service. Toute l'histoire était pas vraie. C'était qu'un exemple qu'une firme de cybersécurité, la firme de sécurité Fortinet a donné et qui a été pris pour de l'argent comptant comme un fait avéré. Ça fait beaucoup jaser et c'est un peu gênant avec toutes les nouvelles farfelues qui circulent, qui sont probables. S'il faut en plus inventer du faux, ainsi de suite, c'est ouf. Au moins, c'est pas une brosse à dents qui donnait des caries, tu sais. Ça serait vraiment un problème.
Mais bon. C'est une excellente mise en bouche. On va passer au premier service, l'actualité, grâce à notre partenaire InfoBref, que j'espère vous connaissez depuis le temps qu'on vous en parle. InfoBref, vous le savez, c'est un moyen simple et efficace chaque matin de consulter, d'obtenir, d'avoir, de s'informer sur l'essentiel des nouvelles importantes. C'est gratuit, c'est dans votre inbox tous les matins. Essayez ça, infobref.com. C'est pas plus que 5 minutes, à moins que vous lisiez vraiment tranquillement et que vous dégustiez l'infolettre comme vous dégustez un bon café au lait, chose que je n'ai pas pu faire ce matin parce que je n'avais plus de lait. Comme quoi, dans la vie, des fois, il y a des défis comme ça qu'on peut pas toujours relever. Même avec l'intelligence artificielle. Hey, Gemini, va me chercher une pinte de lait. Non, ça marche pas. En tout cas, c'est infobref.com, mais ça nous mène tout naturellement à parler de Gemini parce que c'est arrivé. C'est un peu le ménage chez Google. On a comme éclairé Bard, on a enlevé Duet, on a tout patenté ça. Et là, on a une offre qui, en plus, est offerte au Canada en français, ce qui n'est pas rien, qui s'appelle Gemini. Tout à fait. Allez tout de suite, si vous ne l'avez pas déjà fait, sur gemini.google.com. Vous pouvez utiliser Gemini régulier gratuitement. Je trouve ça assez chouette parce que c'est un peu comme ChatGPT. On réinvente pas la roue. On pose les questions de la façon qu'on veut. Donne-moi une suggestion de recette pour 6 personnes avec une personne qui est végétarienne. Donne-moi des trajets, des choses à faire. Je vais à Québec en fin de semaine. Je loge à tel hôtel. On peut y aller allègrement. On peut demander quel est le podcast le plus populaire, podcast techno le plus populaire au Québec. Et on va nous donner des réponses. Il y a un bouton qui est le fun, que j'aime beaucoup, le bouton Google, le G de Google. On peut cliquer dessus et valider la réponse. Oh! Et ça, c'est amusant parce qu'il va nous mettre en vert qu'est-ce qui est validé par plusieurs sources et va mettre en jaune qu'est-ce qui est incertain. Et j'en ai fait l'expérience. J'ai demandé quel est mon âge. Et il m'a dit, Pascal Forget a 51 ans, il est né en décembre, le 17 décembre, quelque chose comme ça. C'est pas mon âge, puis c'est pas ma date de naissance. Et il m'a indiqué en jaune que ces sources-là étaient probablement fabulées par quelque chose, ou un autre Pascal Forget, ou une date quelque part qui est associée à mon nom. Je trouvais ça très, très chouette. Aussi que, et là, je donne un conseil à toutes les les personnes qui travaillent dans des petites entreprises qui nous écoutent. Demandez à Gemini de vous parler de votre entreprise. Mm-hmm. Parce que j'ai demandé de nous parler du podcast Une tasse de tech, qui m'a décrit le podcast avec beaucoup d'enthousiasme, que c'est le podcast le plus dynamique et le plus convivial sur la techno au Québec. J'étais très fier. Ouais. Et ce qui est le fun, c'est qu'il dit « j'apprends ». J'ai demandé une liste des podcasts techno les plus populaires au Québec et Une tasse de tech n'était pas dedans. Et je dis « pourquoi t'as pas mis Une tasse de tech ?» Et Gemini s'est excusé. Il a dit « je suis désolé, mea culpa, j'aurais dû l'inclure dans la liste. À partir de maintenant, je m'engage à le faire. » Et que si vous êtes une petite PME et que vous êtes spécialisé, vous avez une expertise, demandez à ChatGPT de vous parler de votre petite entreprise. Oui, demandez-lui quelles sont les petites entreprises les plus populaires dans ce domaine-là ou qui ont la meilleure expertise dans ce domaine-là. Et ça pourrait augmenter une nouvelle forme, comme tu le disais tout à l'heure avant qu'on commence l'enregistrement, une nouvelle forme de référencement sur le web. Ouais. Si Gemini nous donne pas une suggestion de notre entreprise, on va peut-être perdre des ventes, on va peut-être perdre des contacts, et ainsi de suite. Avec ça. Ouais, important, parce qu'on sait que Google veut introduire de plus en plus d'intelligence artificielle, injecter, n'est-ce pas, des applications d'IA, ou pas des applications d'IA, mais vraiment transformer son moteur de recherche, qui on le sait est très important pour acquérir de la clientèle quand on a une présence en ligne, avec des outils d'application, des outils d'intelligence artificielle. Et on imagine qu'on a tout repatrié sous Gemini, donc on va intégrer Gemini au moteur de recherche de Google éventuellement pour fournir des réponses plus linéaires comme celle-là, définitivement. On n'aura plus besoin d'avoir autant de liens. Et ceux qui veulent payer, parce qu'à un moment donné, le modèle d'affaires de Google va peut-être avoir changé, il y a Gemini Advanced qui est offert, qui donne accès au modèle Ultra 1. On a l'impression d'avoir un film de super-héros japonais, là, Ultraman, Ultra 1. Ultra Gemini! Ultra Gemini, qui vole dans le ciel, qui serait plus avancé, capacité accrue de raisonnement, génération de contenu de différents formats. Ce que je comprends pour l'instant, c'est qu'en anglais, et c'est 27 $ par mois canadien, il y a 2 mois d'essai gratuit. Ça donne aussi accès à 2 téraoctets de stockage et à tous les avantages de Google One. Donc, ceux qui paient déjà pour Google One, pour avoir du stockage, des choses comme ça pourrait être
Ouais, il y a différents niveaux, là. Celui à 27$ est un des plus chers, en fait, mais ça va inclure en plus. C'est un peu mêlant parce que Gemini, ça a été présenté par DeepMind, qui est l'unité anglaise, en fait, qui appartient à Google, là, qui est spécialisée dans l'intelligence artificielle. Et c'est une autre affaire que Palm, qui était le modèle de langage utilisé pour Bard. Là, on a présenté ça ensemble. Et du côté de DeepMind, on l'a présenté, Gemini, en décembre. Il arrivait en 3 saveurs. Gemini Ultra, donc qui est la version la plus puissante, Gemini Pro et Gemini Nano. La version Nano, ça va être, je pense que c'est même déjà dans le Play Store de Google, là, c'est l'application de Gemini sur mobile, native et auto-complète. C'est-à-dire qu'on peut l'utiliser hors ligne, mais évidemment, elle va aussi aller chercher des informations en ligne parce que pourquoi pas. Mais c'est donc les 3 saveurs de l'outil, du modèle de langage. Et sur ça, point de vue utilisateur, nous, on utilise gratuitement l'équivalent de Pro, j'imagine. Et que si on paye, on a la version Ultra, comme ChatGPT et ChatGPT+, permettent d'avoir accès à GPT-3, 3.5, 4, 4.5 et les autres éventuellement. Et Copilot, chez Microsoft aussi, qui est offerte en version gratuite et en version Pro. Donc, clairement, on essaie de monétiser l'applicatif rapidement dans ce créneau-là. Et je vais passer à l'actu suivante parce que ça a tout à fait rapport. C'est même OpenAI qui semblerait se prépare à faire une percée de son côté de façon autonome dans les applications de bureau. C'est le site spécialisé The Information qui publiait ça il y a quelques jours. OpenAI développerait un agent de ChatGPT, donc une application dérivée de ChatGPT qui serait capable de prendre le contrôle d'appareils informatiques, d'appareils connectés et d'automatiser certaines tâches de bureau. Le chien en question serait capable de taper du texte, de déplacer le curseur d'une souris ou de travailler avec des applications de bureau, là, pas toutes, mais celles qui sont les plus faciles à imaginer, comme automatiser la prise de rendez-vous, des choses comme ça. Et on pense que ChatGPT pourrait devenir un assistant personnel super intelligent pour le travail, pour les travailleurs, pour les gens qui font du travail de bureau, qui font des tâches répétitives. Et on se dit, oui, effectivement, pourquoi pas justement gérer les conversations entre gens qui veulent se prendre un rendez-vous. Tu savez, on s'échange souvent 5-6 emails avant de dire, moi, je peux mardi à 15h. Tout ça peut être automatisé facilement et je pense que c'est vers ça que s'enligne OpenAI. C'est ce que Sam Altman, qui est le grand patron d'OpenAI, après avoir pendant une journée et quart perdu son boulot, c'est ce qu'il dirait aux gens qui sont des fournisseurs d'OpenAI en ce moment, aux développeurs d'OpenAI. C'est vers ça qu'il se dirige. C'est sûr que les revenus d'OpenAI sont quelque chose qui... Premièrement, ils en avaient pas il y a 1 an et demi. Là, ils devaient en avoir quand même pas mal, mais ils veulent aussi devenir rentables éventuellement. Et pour ça prend des applications. Et ça, c'en est une qui pourrait être intéressante. On dit que ce logiciel-là, cette application-là pour le travail est en développement depuis plus d'1 an et qu'elle serait assez efficace au niveau de la prise de contrôle des applications et des appareils connectés, qu'elle pourrait effectivement être une petite révolution pour la productivité en bureau, en milieu de travail. Et c'est ça la clé de l'IA générative, c'est qu'on dit que ça peut automatiser plein de tâches au niveau du travail informatique. Donc, il faudrait arrêter de le dire puis que ça se fasse. Donc, j'ai hâte de voir la prochaine itération de ça. J'ai hâte de voir aussi si Microsoft va les chicaner en disant c'est notre truc, ça, nous, là. Dans les plates-bandes de copilote. Et il faut pas oublier que Gemini, on en a parlé, va aussi être intégré dans les outils Google. Fait que l'outil d'assistant de travail d'OpenAI va peut-être être celui qui est agnostique, qui va à la fois travailler avec Google et à la fois travailler avec Microsoft. Mais évidemment, ça va être difficile d'être aussi aussi optimisé si on travaille surtout dans l'environnement Microsoft de travail ou encore dans l'environnement Google de travail. OpenAI va devoir travailler très, très fort pour faire les connecteurs, mettre à jour tout ça. Très, très curieux de voir, mais oui, c'est l'avenir, avoir un abonnement qui nous aide dans notre travail avec tous les services qu'on va pouvoir utiliser, pas seulement ceux de Google et Microsoft. C'est drôle parce qu'on le voit déjà et je pense qu'on va s'en reparler dans plusieurs mois et qu'on aura cette conversation-là encore, mais la question de l'interopérabilité des plateformes, on le dit tout le temps. Là, les intelligences artificielles se spécialisent dans les environnements de leurs créateurs. Copilot, Google avec Gemini, tout ça. Et j'ai l'impression qu'un jour, il va arriver vite le jour où on va se dire, mais pourquoi je peux pas utiliser ChatGPT dans la suite Google Office? Pourquoi je peux pas croiser ces choses-là? Et ce sera pour des intérêts purement commerciaux. Et rapidement, ça va devenir une limite de ces outils-là, j'ai l'impression. Pourquoi dans celui-ci, je dois copier-coller le texte et le mettre dans mon outil au lieu de juste cliquer dedans, puis ça l'enregistre automatiquement? Il y a plein d'intégrations comme ça qui vont ajouter des légers irritants qui font que les applications vont devenir plus utiles dans un environnement que l'autre. Et ça peut être... quand on travaille 2 clics à chaque jour, à chaque fois qu'on veut corriger une phrase, 2 clics, ça peut être très, très vite, très long. J'ai hâte de voir. Très curieux. Tant que Gemini ne nous pousse pas à utiliser YouTube Music pour utiliser de la musique.
Spotify, excuse-moi. Ben, je veux dire, YouTube Music, c'est facilement le pire service musical en ce moment, là, je peux pas croire. On va parler de lunettes. Petite nouvelle plus légère, mais quand même étonnante à sa façon, parce que on les a pas vues beaucoup, les fameuses lunettes connectées là, de Meta et de Ray-Ban, la deuxième génération de ces lunettes-là, qui s'appellent tout simplement les lunettes connectées Ray-Ban Meta. On a même enlevé le nom tellement qu'on n'avait pas d'ambition. Eh bien, semble-t-il qu'elles sont beaucoup plus populaires que ce qu'on prévoyait, autant chez Meta que chez Ray-Ban. En fait, Ray-Ban, c'est la marque, le fabricant s'appelle Essilor-Luxottica. Comme c'est long à dire, on dit Ray-Ban parce que c'est plus simple. Mais il y a eu les résultats financiers de Meta qui ont été publiés il y a quelques jours et durant un appel à conférence avec les analystes, Mark Zuckerberg, le grand patron de Meta, s'est dit lui-même très impressionné par les chiffres de vente de cette version-là des nouvelles lunettes. Évidemment, on le prend avec un grain de sel parce que tout bon PDG d'entreprise est toujours favorablement surpris par les résultats de son entreprise. Je suis vraiment déçu, on va les scraper, les lunettes. Mais non, il dit ça, il dit même, et ça c'est la petite partie qui est la plus vraie, dans le fond, qui est la plus vérifiable, c'est que Essilor-Luxottica va augmenter la cadence de production de ces lunettes parce que semble-t-il qu'elles sont très populaires. On parlait de ça avec le casque Vision Pro d'Apple la semaine dernière. Peut-être qu'ils en ont fait juste 500 aussi, puis qu'ils en ont vendu 500. Puis là, on a l'impression que c'est un succès, mais on connaît pas vraiment les chiffres. Cela dit, il y a quand même beaucoup d'ambition du côté de Meta pour ces lunettes-là, parce que déjà, on sait ce qu'elles font là. Elles permettent de prendre des photos, des vidéos. Il y a des caméras, il y a des petits micros, des haut-parleurs. On peut aussi écouter de la musique directement dans les lunettes. Donc, on peut prendre des appels téléphoniques sur son téléphone par fonction main libre. Et ils ont ajouté sur cette version-là des lunettes la diffusion en direct, je pense sur Instagram, mais je suis pas certain là ou peut-être sur Facebook, mais en tout cas bref, il y a cette volonté d'en faire un outil de streaming pour les streamers. Faudrait franciser une autre façon de dire que de diffuser et de web diffuser, parce que ça se dit moins bien, c'est pas le fun. Les diffuseurs, les directifuseurs. Les directs. Ouais, ça se dit pas bien. Oui, on va y penser. On va revenir là-dessus. On se rappelle que la première version de ces lunettes-là ont été lancées, a été mise en marché en 2021 et ça n'a pas été un gros succès. C'était pas des lunettes qui étaient. Moi, j'ai trouvé ça avait plein de défauts à l'époque. Même juste la fonction d'appel fonctionnait pas bien. La lecture musicale il y avait des bugs. La connexion était pas bonne. La connexion était pas stable. Les photos, les vidéos étaient dans une dimension impossible. On voyait rien. Bref, c'était pas un succès. Donc, et là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a lancé les lunettes sans. Je sais pas aux États-Unis, mais au Canada, on les a lancées sans permettre aux médias, aux gens dont la tâche est de tester ces produits-là, sans leur permettre de tester les lunettes. Et là, on se vante de leur succès. Et on peut pas vérifier. Donc, je sais pas si c'est un bluff commercial ou quoi, mais bref, à suivre. Dans les prochains mois, on risque de voir une version agent personnel vocal de Llama, qui est le modèle de langage d'IA générative de Meta, être intégré à ces lunettes-là. Donc, clairement, tout le monde s'en va dans cette direction-là. Et imaginez-vous donc que Zuckerberg a dit, puis là, ça boucle la boucle, je pense que ces lunettes sont vraiment au croisement de l'intelligence artificielle et du métavers. Et là, vraiment, il vient de rattacher ensemble tous les bouts de ficelle qui dépassaient chez Meta depuis 2 ans, parce que là, on a des lunettes vendues pas mal cher, qui sembleraient vendre bien, qui vont permettre de donner une bonne image à l'intelligence artificielle de Meta et qui aussi, parce que c'est présenté comme une forme de réalité augmentée, présage de ce que pourrait être le métavers à la Meta dans les prochaines années. Donc, à suivre, n'est-ce pas? Mais si vous êtes curieux, c'est vrai que pour avoir essayé très brièvement ces lunettes-là, un peu avant Noël, dans une affaire Best Buy, elles sont vraiment meilleures que la première génération. Ça, il n'y a aucun doute. Mais je peux pas dire que je vois des gens dans la rue qui les portent à ce point-là qu'on peut dire que c'est un succès, donc. Dans beaucoup de vestiaires, on voit les gens. Est-ce que c'est les lunettes de voyeurs, ceux qui veulent filmer, on pouvait facilement cacher la petite lumière qui indique qu'on enregistre et filmer dans des endroits où les gens se dénudent, mais c'est là que c'est plus le cas. Mais moi aussi, je m'intrigue, si quelqu'un de Facebook nous écoute, on aimerait ça les essayer, on aimerait ça en parler, on aimerait ça les mettre en valeur, les lunettes Ray-Ban et Meta. C'était le 20e anniversaire de Facebook, là, la semaine passée. On a fait un gros dossier, donc j'ai parlé aux gens de Meta. Et quand j'ai dit, hey, en passant, il se passe quoi avec vos lunettes? Silence radio. Donc, bref, prenez ça avec un grain de sel, mais quand même, si vous croisez Zuckerberg dans la rue, il va vous le dire. Lui, il est très fier des ventes de ses lunettes. Alors, voilà.
C'est la fin de l'actualité de la semaine. Évidemment, l'actualité n'arrête jamais, mais on en aura d'autres pour la semaine prochaine. Nous, on va prendre une gorgée de café. Là, Pascal, tu viens de tricher, tu l'as déjà prise. Et on revient tout de suite avec nos gadgets, dont ce petit bracelet que j'ai au poignet, le Fitbit Charge 6. Et là, vous dites, bah oui, c'est bien ordinaire, le petit bracelet même. Mais attention, il y a plus de choses que ce qu'on peut voir. Et d'ailleurs, on voit pas non plus. Ah, ben là, on le voit. Moi, je montre. Oh, ça, c'est pas un gadget, ça. Un cadeau qu'on peut offrir pour la Saint-Valentin techno aux petits geeks qui nous entourent, aux geekettes qui nous entourent. On en parle dans quelques secondes. Reste avec nous à une tasse de tech. De retour à Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et bienvenue à Une tasse de tech, édition remise en forme, je veux dire ça. J'ai rien à l'esprit à part ça, parce que je vais vous parler d'un petit bracelet d'entraînement qui que j'utilise maintenant régulièrement, ce que j'aurais pas pensé avant. Avant de parler et je vois que tu as aussi un gadget là qui vaut la peine de mentionner. Avant ça, par contre, je vais vous rappeler, parce qu'il faut que je vous parle de Planet Hoster. Dans les dernières semaines, je vous ai parlé beaucoup du fait que j'essaie de migrer les données de mon site web personnel à leur serveur. Et là, j'ai pas eu le temps d'avancer beaucoup ce projet-là dans les derniers instants, mais j'ai réalisé, parce que je vous disais, je faisais ça à leur insu, mais là, ils ont vu. Parce qu'ils partagent notre contenu sur leur plateforme. Alors, merci beaucoup, Planet Hoster. Comme quoi, un partenaire québécois, ça fait des choses, le fun, au-delà de juste le service de base. Donc ça, j'ai pris ça. Mais aussi, les gens de Planet Hoster m'ont recontacté pour dire, hey, on remarque que t'es pas très en train de faire ce que tu disais que tu faisais. Et ça, je pense que c'est du bon service à la clientèle, parce que ça veut dire que les gens qui entreprennent une démarche et qui sont un peu distraits, comme ça m'arrive souvent, et qui ne vont pas jusqu'au bout de l'opération, des fois, ont besoin d'un petit rappel. Donc, effectivement, le petit signal, j'ai bien apprécié. Ça m'a permis de me rappeler qu'il faut que je fasse ça. Et c'est dans les plans la semaine prochaine. Ça ne sera pas une activité de Saint-Valentin. C'est pas quelque chose que je vais faire en couple, mais que je ferai bien à temps perdu dans les prochains jours pour migrer, pour voir justement comment ça se fait, parce que c'est souvent un frein. Puis c'est vrai, hein, passer d'une plateforme à une autre, souvent, on veut pas se taper la charge de travail que ça représente. Et je pense qu'ils ont une façon simple de le faire qui est rapide, où tu fais juste déposer le contenu et pouf, tout comme par magie fonctionne. Donc j'ai hâte d'essayer ça, je vais aller voir ça. Mais sinon, si vous avez besoin d'hébergement cloud, d'hébergement plus traditionnel, des outils de messagerie, des choses comme ça, ils ont tout ce qu'il faut. C'est québécois, c'est local. Allez voir ça. planethoster.com. Et je dis bien hoster parce que c'est H-O-S-T-E-R. Et non pas Planète Toaster, comme on l'a déjà dit. Oui, Planète des Grippins, ce n'est pas ça. Les grippins volants, c'était Windows 3.5, je pense, 3.5. Oui, écoute, c'était une application 95. Qu'on installait, les grippins volants. C'était en tout cas, c'était un screensaver, on dit ça, une veille d'écran à l'époque, un économiseur d'écran. Et je crois que c'est disparu. Il va falloir que je vérifie. C'est certain que ça doit exister quelque part sur Internet. Je pense qu'avoir les logiciels de sauvegarde d'écran ont comme disparu avec les écrans cathodiques. Je sais pas quoi. C'est plus intéressant. Besoin, oui, exact. Moins besoin maintenant. Enfin, on met l'écran en mode veille. De divertir la cathode. Oui, exactement. Je mets une note. Envoyez-moi le lien si vous avez une version des Flying Toasters. Yes. Ici. On t'entend comme une tonne de briques, Pascal. Et pourquoi? Qu'est-ce qui explique cette situation? Ben écoute, c'est mon obsession pour les micros. J'ai fait de la radio, t'en as fait aussi. Tu sais ce que c'est, un bon micro, ça peut faire la différence entre un podcast où on t'entend comme du miel, où tu sonnes comme en parlant du fond d'une boîte de conserve. Oui, voilà. Fait que j'ai le HyperX Quadcast, un super beau micro. Ceux qui nous regardent sur YouTube, je vais le mettre un petit peu, si peu que ça change la façon dont ma voix il est coloré, hein. Il est coloré. On peut choisir la couleur avec une application qui s'appelle Ingenuity. On peut donc avoir des vagues de couleurs. On peut avoir des couleurs qui scintillent comme un flottement en fonction de sa voix. Ce qui est extraordinaire, c'est que un des beaux problèmes quand tu fais un podcast ou tu animes quelque chose, des fois tu as besoin de te racler la gorge, de tousser, de faire du bruit discrètement. Tu peux tout simplement taper sur le dessus du micro, les lumières s'éteignent. Quand le micro est éteint,
Et c'est assez visible, là. C'est vraiment, oui. Tu sais qu'il est éteint, et donc c'est pas un petit bouton rouge ou un petit quelque chose qu'il faut chercher, qu'on peut éteindre par mégarde. Tu m'as dit tantôt, je t'entends plus, ben, mon micro était éteint, c'est flagrant. Et toi-même, tu le verrais à la limite, c'est en conversation avec moi, tu vas voir que mon micro est éteint et donc que je peux pas parler. Il est sur une base anti-vibration, quelque chose que j'ai vu dans beaucoup de studios professionnels. Il y a une espèce de bande avec des élastiques qui gardent le micro, qui flotte dans les airs. Comme ça, même s'il y a des chocs, ça devrait empêcher qu'il soit transmis au micro. Parce que les micros sur pied, il suffit qu'on tape sur la table et ça se transmet dans le micro et on entend le son, effectivement. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie quand on s'installe un petit setup de bureau à la maison, là, avec un petit studio son. Ça prend ça, effectivement. Ouais, et ça prend pas grand-chose. Il suffit de poser sa tasse de café sur le bureau, puis on entend toc dans le micro, puis c'est pas agréable. Ça atténue beaucoup ce bruit-là. Le micro HyperX Quadcast est offert avec une base en métal solide, lourde, qu'on peut poser sur son bureau directement. Et si on désire, on peut tout simplement dévisser ça et la poser sur n'importe quelle base, en tout cas presque toutes les bases, soit les bases standards de micro ou d'appareils photo 3.8 et 5.8. Fait que j'ai été surpris parce que j'avais une vis un petit peu plus grosse que la moyenne. Je me disais, non, ça sera pas compatible. Il faut que je mette un adaptateur. Non. La base fonctionne avec les deux types de vis les plus populaires. Il y a 4 réglages qui le distinguent des autres micros que j'ai utilisés. J'en ai utilisé d'autres très bons, Sennheiser et compagnie. Il y a 4 réglages polaires à son micro. Fait que tu peux décider de le mettre en cardioïde, en cœur, pour que ça enregistre, que ça capte qu'est-ce qui est devant le micro. Ça peut être omnidirectionnel si tu veux entendre tous les bruits autour de toi, bidirectionnel pour des entrevues à 2 personnes, ou encore stéréo. Tout simplement, tu pourrais avoir mon canal gauche et mon canal droit pour m'enregistrer en stéréophonie. Je trouve ça super amusant. Il y a une belle application Ingenuity qui permet de synchroniser avec des périphériques compatibles. Il pourrait même, si je comprends bien, synchroniser avec certains jeux. C'est que le micro pourrait, quand on joue à certains jeux, devenir bleu, avec un autre jeu, devenir rouge, de clignoter au rythme du jeu, et ainsi de suite. Et moi, je me suis pas rendu là, mais je suis très, très content de ce que ça donne. Le petit bouton, le fait qu'on puisse ajuster facilement les réglages. Seul petit, tout petit bémol, le niveau du micro se contrôle par la base. Et ça m'est arrivé par mégarde de l'accrocher sans faire exprès. Donc, le niveau du micro a changé parce que je manipulais le micro un peu rapidement. Ça m'a embêté. D'habitude, c'est un bouton qui est un peu caché. Et on a à l'arrière du micro, en terminant, là, il y a un bouton pour brancher les écouteurs dedans. Donc, si on veut contrôler directement ce qui entre dans le micro, c'est aussi très, très possible. Combien ça coûte cet appareil, Pascal? Parce que j'ai pas écoute, je l'ai vu en promotion, j'ai été surpris. Il y a une version rouge seulement qui est $130 et il y a la version couleur qui est 186. Mais regardez les promos, il est souvent solde à des prix en bas de ça. Fait que c'est quand même surprenant pour un micro presque professionnel. Le rouge, si la couleur vous importe peu, c'est peut-être amplement suffisant. C'est le fameux rouge quand c'est on the air. Ben oui. Et quand c'est éteint, c'est éteint. Et le modèle couleur avec toutes les petites fioritures coûte une $50 de plus. Ben écoute, si on veut se gâter. Si vous voulez gâter votre douce moitié à la Saint-Valentin, ça peut être « Hey, chérie, fais donc un podcast. » Un beau micro. Est-ce que je parle tout de suite de mes roses? Ben, c'est un petit peu le lien, là, c'est ça que tu voulais faire un lien. Moi, le micro, c'est un très beau cadeau pour sa Valentine ou son Valentin. Mais j'ai Lego qui m'a écrit pour dire « Hey, on fait des fleurs en Lego pour la Saint-Valentin. C'est une belle idée cadeau. » Et écoute, je le dis ici, là, regardez la boîte. Je vous montre le kit sans essayer de faire trop brasser les briques. Ça a l'air vraiment très gros, ce truc-là. C'est facilement... Je sais pas le fait des résultats finaux, mais la boîte est grande, là. La boîte est grande, les fleurs font 30 cm, les roses font 30 cm de hauteur. Wow. Et ce qui est fantastique, c'est qu'on peut les assembler dans 4 types de floraisons. On peut les mettre en boutons un peu plus de grosses et un peu complètement déployées. Fait qu'on peut choisir d'avoir des roses toutes ouvertes. Donc un bouquet de roses en Lego. Quand même pas rien. Oui, c'est magnifique. Fait que moi, ce que je compte faire avec ça, j'espère que ma blonde n'écoute pas. Si les enfants vous écoutez, dites-le pas à votre maman. Je compte dire aux enfants, pendant qu'on va se faire un souper romantique de Saint-Valentin, je vais leur dire, hey, assemblez ça pendant qu'on soupe, ça va les occuper. Et puis, ils seront pas sur leurs écrans. Ils vont pouvoir assembler les roses. Et puis, en revenant, ben, les roses vont être sur la table et ça va être un
cadeaux durables. Je trouve ça le fun. Oui, c'est des roses qui sont éternelles. Des roses qui sont éternelles, qui vont pouvoir être démontées et réassemblées à chaque année, réorganisées en fonction des humeurs. Très, très chouette comme option. Lego a d'autres petits trucs, le fun. Ça, c'est quelque chose que je mentionne souvent, le fait que Lego maintenant soit de plus en plus un substitut au casse-tête et au modèle à coller. Moi, je vois ça comme des outils de créativité extraordinaires. Mais on se rapproche de ça avec l'espèce de cadeau. C'est un cœur en Lego qu'on peut décorer comme on veut. Fait que c'est très, très rigolo. Tu as une espèce de forme de cœur, puis tu as plein de petites fleurs, de petits motifs, de petits... Puis tu peux le décorer exactement comme ça. C'est un pendentif? C'est quoi exactement? Écoute, je pense que c'est pour suspendre un petit cœur que tu peux coller sur une porte, un petit cadre. OK. Très, très joli, très, très hâte de voir. C'est pas très gros. Et ils ont aussi des fleurs en pot. Pour ceux qui, d'ailleurs, je peux en mettre derrière moi pour des fleurs que tu n'as pas besoin d'arroser, que tu assembles en Lego. À ce moment-là, tu peux les faire évoluer au fil des années, les pour fleurs les gens qui n'ont pas trop le grandir. pouce vert, là, ouais, c'est ça. Ça peut être une bonne idée. Ça peut être c'est des mini petits pots de fleurs qu'on peut faire. Fait que si vous avez besoin d'un cadeau que pour quelqu'un qui est pas bon avec les plantes, quelqu'un qui veut des choses durables, quelque chose qui va occuper les enfants pendant votre souper de Saint-Valentin, c'est mieux un cendrier en céramique qu'on faisait quand j'étais à la petite école, puis on arrivait ça à nos parents. Ouais. Bonne Saint-Valentin. Tiens, prends une bonne cigarette de Saint-Valentin. Ouais, c'est pas pareil. C'était la mode. Écoute, moi, j'ai ces derniers temps, en fait, ça fait quelques semaines, parce que je l'ai reçu avant Noël, j'ai testé ce bracelet. Parce qu'on en parle moins des bracelets à cause des montres connectées et j'ai quand même repris goût à porter cet appareil qui est le Charge 6. Le Charge 6 de Fitbit qui, on le sait depuis un petit bout de temps, Fitbit ça appartient à Google et on se demande toujours quand est-ce que ça va disparaître, mais non, on continue parce qu'il y a des gens qui ne jurent que par leur Fitbit et ils ont raison, c'est des beaux appareils pour suivi de santé. Le Charge 6, vous l'aurez compris, c'est la plus récente version du bracelet Charge qui existe depuis plusieurs générations maintenant. C'est une, je sais pas si c'est une étape intermédiaire vers un passage plus actif dans la gamme Pixel de Google, mais clairement, on s'est inspiré de ce que fait Google du côté de ses montres Pixel et de ses téléphones aussi, parce que là, on a revu un peu l'interface sur le bracelet, mais on a surtout revu l'application Fitbit pour que ça apparente davantage à ce que fait Google de ce côté avec Google Fit et avec ses propres applications qui sont pas nécessairement liées à la santé. L'intérêt de ce petit bracelet, pour moi, est le suivant, c'est qu'il est extrêmement compact. Il est pas. Je porte une montre comme l'Apple Watch, surtout pour faire de l'activité, de la course, des choses comme ça, mais il y a des situations où on peut pas la graffiner, elle est trop grosse, tu sais, ça peut devenir encombrant. Et là, cet appareil-là fait très bien le boulot pour le reste. C'est un appareil qui est pas très cher, là. J'ai un petit peu oublié de décrire le prix sur mes notes, mais c'est pas. Ça. Ils l'ont. L'avantage, je veux dire, ceci, c'est qu'ils ont baissé le prix par rapport au Charge 5, donc c'est quand même pas rien. Il est $160. Donc c'est aussi beaucoup moins cher qu'une montre connectée, même que la Pixel Watch 2 de chez Google. Donc c'est quelque chose d'intéressant de ce côté-là. Par rapport au Charge 5, on a amélioré beaucoup les capteurs aussi, même s'ils sont pas parfaits. L'algorithme de suivi de la fréquence cardiaque, notamment, est pas mal plus précis. On a revu, il y a un GPS intégré. Il y a tous les appareils pour faire, vous savez, le calcul d'oxygénation du sang, l'électrocardiogramme, ces choses-là, les données de santé assez pointues. Malheureusement, là-dessus, je veux dire ceci, quand on court des longues distances, c'est pas aussi précis que j'aurais aimé que ce soit. C'est-à-dire qu'il y a une fraction d'1% à peu près de décalage. En fait, je pense que c'est même plus qu'1%. Il faudrait que je revienne à mes calculs, mais c'était juste une petite, c'est plus gros qu'une marge d'erreur statistique. Donc, c'était un peu décevant. Donc, c'était probablement plus que 3% dans le fait. Et ça, pour les gens qui sont vraiment des cracks de données, ça peut être décevant. Mais pour les gens qui font ça de façon plus, juste pour se motiver à se tenir en forme, faites-vous en pas, ça fait la job. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. On a fait une chose très importante pour les gens qui aiment ça. On a rajouté un bouton latéral qui avait disparu des dernières versions du bracelet Charge et c'était seulement une espèce de surface par induction, une espèce de surface lisse. Là, on a mis une petite encoche. C'est pas un bouton physique. C'est un bouton avec une rétroaction haptique, mais il fait quand même le déclic. J'ai eu des gens, j'ai vu des critiques se plaindre que il faut le tenir à 2 doigts, mais non, si vous l'ajustez bien à votre poignet, il fonctionne très bien d'un doigt. Il y a une fonction très limitée, on peut pas faire grand-chose. J'ai découvert, et ça c'est un peu embêtant, si vous courez avec des manches longues et vous avez des manches qui deviennent trempées de sueur et qui touchent à la surface, on peut pas verrouiller l'écran pendant une activité physique. Donc ça se peut qu'on change l'affichage. Donc des fois, si vous voulez juste
Parce que la qualité de ce bracelet-là, c'est qu'il y a un petit écran couleur très compact, mais très, très informatif quand même. Et s'il n'est pas à la bonne place, ben là, il faut retaper, il faut retrouver. Et puis, l'interface est un peu limitée de ce côté-là et elle est sensible à ce genre de choses-là. Donc ça, j'ai trouvé ça un peu décevant. C'est un bon bracelet aussi pour dormir si vous faites le suivi du sommeil parce qu'il est très portable, justement, parce qu'il est très discret, très léger. On se rend pas trop compte qu'on l'a. C'est drôle parce que dans les premières années des téléphones intelligents qui avaient ces fonctions d'alerte poussée, les notifications push, avec une petite vibration. On avait développé des notifications fantômes. Des gens, on le portait dans la poche et qu'on n'avait pas le téléphone. Des fois, on sortait une petite vibration fantôme dans la cuisse en pensant qu'on a reçu une alerte. Mais dans le fond, on n'avait même pas le téléphone dans la poche. Ce bracelet-là provoque un peu cette sensation-là parce que le bracelet frotte beaucoup sur le poignet et il frotte d'une façon qu'on a l'impression qu'il y a toujours une petite vibration, qu'on est toujours en train de recevoir une notification. Et ça, si vous l'activez dans votre téléphone, l'envoi de notification vers votre bracelet, ça peut devenir agaçant parce que vous avez toujours l'impression que quelqu'un vous envoie un texto, puis dans le fond, c'est rien, c'est juste le bracelet qui frotte. Fait que ça, c'est un peu, j'ai trouvé ça, c'est un détail, mais c'est un détail qui devient rapidement agaçant. Cela dit, l'appareil, le bracelet se porte très longtemps. Si vous l'utilisez avec l'affichage éteint quand vous ne le regardez pas, vous avez jusqu'à 1 semaine d'autonomie, ce qui est quand même pas mal. Si vous avez le malheur de le laisser allumé en permanence, chose que moi je fais, ça vous donne plus comme 2 jours, 2 jours et demi. Donc, il faut le recharger aux 2 jours. Et si vous faites le suivi du sommeil en plus, ben là, ça raccourcit un peu plus. Ça aurait pu être mieux. Garmin, la plupart des marques font beaucoup mieux que ça. Ouais. Donc, ça, c'est un peu décevant. Il y a aussi des applications qu'on peut installer sur le bracelet, des applications. Et avant, on pouvait installer sa carte Starbucks, on pouvait installer Spotify, des applications tierces. Là, on a tout éliminé. Il y a que des applications Google. Donc, on peut avoir YouTube Music, qui est offert avec, je pense, 1 mois ou 2 gratuitement en version premium en achetant le bracelet. Je vous l'ai dit tantôt, YouTube Music, là, c'est pas la meilleure application pour la musique. C'est le croisement de Spotify et de YouTube tout court parce qu'on peut faire la recherche et ils intègrent la musique que les gens déposent sur leur... Tu sais, il y a des listes de lecture faites par des gens avec la musique que t'as aucune idée d'où ça vient. Je suis pas convaincu, je vais dire ça comme ça. Et c'est seulement 2 mois. Après ça, il faut payer, je pense, c'est $15 YouTube Music Premium. C'est quand même cher pour ce que ça offre. Donc, c'est un peu se faire enfoncer un service musical comme celui-là dans la gorge. Je pense que je recommande pas. Les autres applications incluent Google Maps. Donc, on peut avoir un guidage à partir de la montre sans sortir c'est-à-dire à partir du bracelet sans sortir son téléphone de sa poche. Ça, c'est bien. Et il y a Apple. En fait, il y a Apple, ben oui. Il y a le Google Wallet pour payer avec, on peut intégrer une carte de paiement dessus. Et on peut évidemment verrouiller avec un code. Donc, on peut protéger son paiement et arriver quelque part sans téléphone sur soi et payer sans contact avec son bracelet. Et ça, si j'avais à vous dire la base pour moi, pour un appareil comme celui-là, ce serait d'avoir effectivement une certaine autonomie sans téléphone, incluant le paiement à la musique et un peu de cartographie, c'est toujours bon. Et là, on l'a presque. Fait que c'est presque ce qu'il faut. C'est sûr que si on pouvait stocker un petit peu de notre propre musique sur le bracelet plutôt qu'à devoir à streamer à travers, parce que ça devient juste un contrôleur musical pour son téléphone, ça serait encore mieux. Mais on ne l'offre pas, donc il y aurait peut-être en tout cas matière à améliorer de ce côté-là. Je vais dire ceci. C'est sûr que cet appareil-là ce bracelet-là est un bracelet plus pour les... C'est pas du haut de gamme, là. C'est un appareil pour les gens qui sont juste curieux d'essayer ça ou qui veulent quelque chose de pas très pas très fatigant au poignet. Mais si vous voulez quelque chose de plus sophistiqué, évidemment, on va vous diriger vers une Pixel Watch, qui est aussi légère, qui est pas beaucoup plus grosse, malgré que c'est une montre, qui vient avec Wear OS, donc il y a toute l'espèce d'environnement d'application tierce en plus, et qui a des meilleurs capteurs. Donc évidemment, c'est un premier pas dans ce créneau-là, et beaucoup de gens refusent de porter une montre connectée et préfèrent le bracelet. Et dans le département du bracelet, c'en est un des bons. Ça, je vais vous le dire comme ça. Moi, je reviens pas à quel point on a réduit la taille des composants pour ces bracelets-là pour qu'ils deviennent à peu près aussi gros que, écoute, c'est vraiment extrêmement mince. Ça fait pas 2 cm de large. Non, c'est très léger. Tout petit. Mais au détriment de l'autonomie. Honnêtement, avec un appareil qui a un petit affichage comme ça, je m'attendais à une très, très bonne autonomie. 2 semaines, quelque chose comme ça. Encore une fois, les montres Huawei ont un affichage complet, plein de fonctions. C'est 2 semaines d'autonomie. J'ai peine à croire qu'un bracelet qui a qu'un tout petit affichage. On aurait pu faire mieux. Aurait pu faire mieux. Je le porte surtout quand je fais du sport d'équipe, donc du soccer entre autres, parce que ça se cache bien sous une manche et ça fera jamais mal à personne. Il y a personne qui va me chicaner de porter ça parce que justement c'est pas encombrant, c'est pas embêtant rien et ça me permet de savoir que quand je joue au soccer, je cours beaucoup. J'apprécie bien cette fonction-là et le suivi du sommeil aussi est un gros plus.
Le Fitbit Charge 6, voilà, c'est ça. J'ai vérifié le prix au Canada, c'est autour de 230 $, mais les Fitbits sont souvent en promotion. C'est plus cher, mais... Parce que 160, c'était sur Amazon Canada, donc il y a quand même moyen de l'avoir à rabais. Voilà, peut-être que tu peux l'avoir moins cher que ça, c'est le prix suggéré. C'est le moment. Merci Alain. Ben, merci Pascal. Peut-être prêté à l'exercice. On rappelle nos partenaires, Plan Hub, TELUS, Planet Oster, Hello Darwin. Tu sais que la boîte là, de tasses et des choses comme ça, ils vont me l'envoyer. La prochaine fois, je te la montre. Ah, la tasse Alain, Hello Darwin. Planet Oster. La tasse Planet Oster, excuse-moi. C'est bien raison. Voilà. C23, groupe Cogeco, merci d'être là. Claude Hébert, la mise en onde, Jean-Christophe Ouellette, pascalforget.com, vous pouvez me lire, m'écrire, n'hésitez pas sur les réseaux sociaux et compagnie. Voilà. Alain, on peut entre autres te lire dans Le Devoir, dans Protégez-vous, on peut te lire dans InfoBref. Oui, suivez Alain, mesdames et messieurs, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Vous pouvez vous abonner à tout ça, en plus de vous abonner à une tasse de tech, parce que la plupart, c'est gratuit. Et on a des infolettres au Devoir qui sont gratuites aussi, qui sont excellentes. Donc, il y a beaucoup de... Si vous aimez ça, vous informer, il y a beaucoup de façons de le faire. Je veux dire comme ça. Merci Pascal. Ça fait le tour. Ça met fin à cet épisode express. Et je pense qu'on peut le dire, ça met fin à cette 8e saison d'une tasse de tech. Et là, vous dites, pourquoi un 9 février ou une date weird comme celle-là? Ben, parce que on peut. C'est le fun comme ça, la vie et la magie du numérique. Et on va arriver avec une saison 9 dans les prochains jours. On va recommencer une nouvelle saison. Ce qui est le fun, c'est que ça permet de rafraîchir un peu. On va rafraîchir le visuel, on va passer notre affaire, puis on va faire des choses en grand. Mais ça va être toujours mieux. Donc, restez avec nous. On se reparle bientôt. Une tasse de tech. Salut tout le monde. C'est 23.